2 décembre 1804. Paris est figé sous un ciel d'hiver pâle et silencieux. À l'intérieur de Notre-Dame, l'air est lourd d'encens. Les tentures rouges étouffent les murs gothiques. Les maréchaux scintillent d'or et d'acier. Les regards se croisent sans un mot. L'Europe entière observe. Au centre, un homme avance lentement, petit de taille, silhouette compacte, regard fixe. Napoléon Bonaparte. Devant lui, le pape Pie VII tient la couronne impériale. Le symbole suprême. L'héritage de Charlemagne. Le sceau d'un pouvoir ancien de 1000 ans. Un silence traverse la nef. Puis, dans un geste qui brise les siècles, Napoléon saisit la couronne des mains du pontife et la pose lui-même sur sa tête. Aucun roi de France n'avait osé cela. Ce jour-là, la Révolution s'achève. Ou peut-être qu'elle meurt. Était-il le génie qui donna un ordre nouveau à l'Europe, ou l'ambition incarnée, transformant la liberté en empire? Pour comprendre cet instant suspendu, il faut revenir en arrière. La France vacille. Les récoltes ont échoué. Les finances de l'État sont ruinées par des décennies de guerre et par l'aide massive apportée aux insurgés américains. Le royaume le plus peuplé d'Europe est étranglé par les dettes. À Versailles, la monarchie paraît encore intacte, mais ses fondations se fissurent. Le 14 juillet, la Bastille tombe. Ce n'est pas seulement une forteresse qui s'effondre. C'est un symbole. L'autorité absolue du roi commence à se dissoudre dans la rue. En quelques mois, les privilèges féodaux sont abolis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que la souveraineté réside désormais dans la nation. L'ancien régime disparaît dans une vague d'enthousiasme et de violence mêlée. Mais la Révolution ne produit pas immédiatement la liberté stable qu'elle promet. Elle engendre la guerre. En 1792, l'Europe monarchique observe avec inquiétude cette France qui a décapité son roi. L'Autriche et la Prusse envahissent. La jeune République répond par une mobilisation massive. Des centaines de milliers de citoyens deviennent soldats. C'est la naissance de la guerre moderne, nationale, totale. Au cœur de cette tempête apparaît un officier d'artillerie corse de 23 ans, Napoléon Bonaparte. Formé à Brienne et à l'école militaire de Paris, il n'est pas issu de la grande noblesse, mais de la petite aristocratie provinciale. La Révolution abolit les barrières sociales qui auraient pu l'étouffer. Elle ouvre les portes du mérite militaire. En 1793, au siège de Toulon, il organise le positionnement de l'artillerie républicaine avec une précision froide et méthodique. La ville tombe. Les représentants du peuple prennent note de son nom. À 24 ans, il est général de brigade. La Révolution, qui a détruit tant de carrières, commence à en fabriquer de nouvelles. Mais la France n'est pas en paix avec elle-même. Après la terreur de 1793-1794, où Robespierre et le Comité de salut public ont gouverné par la guillotine, une réaction s'installe. Le Directoire prend le pouvoir en 1795. 5 directeurs dirigent la République. Le régime est fragile, corrompu, impopulaire. Les insurrections royalistes menacent Paris. Le 13 Vendémiaire en 5 octobre 1795, Napoléon reçoit l'ordre de défendre la Convention nationale contre une foule insurgée. Il fait installer ses canons dans les rues étroites. Il ne parlemente pas. Il tire. Une bouffée de mitraille, écrira plus tard l'historien Thomas Carlyle. En quelques heures, l'insurrection est brisée. Le jeune général devient indispensable. Le Directoire lui confie alors une armée négligée, mal équipée, stationnée en Italie. En 1796, il en prend le commandement. Il n'a que 26 ans. L'armée d'Italie manque de tout. Chaussures, vivres, soldes. Ses soldats sont démoralisés. Face à eux, les forces autrichiennes et piémontaises sont plus nombreuses, mieux approvisionnées. Napoléon comprend une chose essentielle. La vitesse peut compenser la faiblesse. En quelques semaines, il sépare ses adversaires, frappe l'un avant que l'autre ne puisse intervenir. Mauthenot, Lodi, Arcole, Rivoli. Les batailles s'enchaînent. À Lodi, il traverse un pont sous le feu ennemi. Le geste sera amplifié par la légende, mais il marque les esprits. Les soldats commencent à le voir comme un chef différent. Il ne commande pas seulement. Il calcule. Il improvise. Il concentre ses forces au point décisif. Il transforme l'armée en instrument mobile. En 1797, l'Autriche demande la paix. Le traité de Campo Formio redessine la carte de l'Italie et renforce l'influence française en Europe. Napoléon n'est plus simplement un général. Il est un acteur politique. Il écrit directement au Directoire. Il négocie avec des souverains. Il administre des territoires conquis. Son nom circule dans les journaux. Mais en France, le régime reste instable. Les élections produisent des majorités hostiles au Directoire.
Les coups d'État parlementaires se succèdent. La République survit par la manipulation et la force. En 1798, Napoléon part pour l'Égypte. L'expédition vise à frapper les intérêts britanniques en Méditerranée et à menacer la route des Indes. À la bataille des Pyramides, il bat les Mamelouks, mais la flotte française est détruite à Aboukir par l'amiral Nelson. L'armée se retrouve isolée. Militairement, l'expédition est ambiguë. Politiquement, elle entretient l'image d'un chef conquérant. Pendant ce temps, en Europe, une nouvelle coalition se forme contre la France. Les armées françaises reculent. Le Directoire s'enlise. Napoléon comprend que le pouvoir ne se gagne pas seulement sur les champs de bataille. Il quitte l'Égypte en 1799, laissant son armée derrière lui, et rentre en France. L'opinion publique l'accueille comme un sauveur. Le régime est à bout de souffle. Le 18 Brumaire en 8-9 novembre 1799, avec l'appui de Sieyès et de plusieurs officiers, il organise un coup d'État. Les assemblées sont dispersées. La Constitution est suspendue. La Révolution entre dans une nouvelle phase. La République ne disparaît pas officiellement, mais le pouvoir se concentre entre les mains d'un premier consul, Napoléon Bonaparte. Le général devenu homme d'État promet l'ordre après 10 années de chaos. La France, épuisée par la guerre civile, la terreur et l'instabilité politique, est prête à accepter l'autorité en échange de stabilité. Et c'est dans cette promesse ordre contre liberté que commence véritablement le dilemme. 1799-1804. La France ne cherche plus l'utopie. Elle réclame la stabilité. Lorsque Napoléon devient premier consul, la Constitution de l'an 8 conserve les apparences républicaines. 3 consuls sont nommés. Des assemblées subsistent. Un Sénat veille théoriquement à l'équilibre des pouvoirs. Mais en réalité, l'architecture institutionnelle concentre l'autorité dans une seule main, la sienne. Les plébiscites organisés en 1800 et 1802 lui accordent un soutien massif. Officiellement, plus de 3 millions de Français approuvent son pouvoir. Les chiffres sont contrôlés, orientés, parfois embellis. Pourtant, le consentement est réel. Après une décennie de désordre, le pays veut un chef. Napoléon agit vite. Il réforme l'administration. Les préfets sont créés en 1800. Nommés par Paris, ils incarnent l'État dans chaque département. L'autorité devient verticale, rationnelle, centralisée. La France cesse d'être un ensemble fragmenté de pouvoirs locaux. Elle devient une machine organisée. En 1800, il fonde la Banque de France pour stabiliser la monnaie et restaurer la confiance économique. En 1801, il signe le Concordat. Avec le pape Pie VII, la religion catholique n'est plus persécutée, mais elle est placée sous contrôle de l'État. Les évêques sont nommés par le gouvernement. La paix religieuse apaise les campagnes. Puis vient la réforme la plus durable, le Code civil de 1804. Ce texte unifie le droit français. Il affirme l'égalité devant la loi, la propriété privée, la liberté contractuelle. Il met fin aux privilèges féodaux. Mais il consacre aussi l'autorité du père dans la famille et limite les droits des femmes. La révolution juridique devient structurelle. Napoléon dira plus tard à Sainte-Hélène, « Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. » Ce n'est pas une phrase d'officier. C'est celle d'un architecte d'État. Pourtant, dans l'ombre de ces réformes, une autre réalité s'installe. La presse est réduite à une poignée de journaux autorisés. La censure veille. La police de Joseph Fouché surveille opposants, royalistes, jacobins, journalistes. Les prisons politiques se remplissent discrètement. Les élections deviennent formelles. Les débats sont encadrés. La stabilité a un prix. En 1802, un nouveau plébiscite le proclame consul à vie. La République existe toujours en théorie, mais le principe héréditaire commence à s'imposer. Les conspirations royalistes comme celle de Cadoudal renforcent son discours sécuritaire. En 1804, l'enlèvement et l'exécution du duc d'Enghien, accusé de complot, provoquent l'indignation des cours européennes. L'acte est politique, calculé, implacable. Il envoie un message clair, aucune menace ne sera tolérée. À l'extérieur, l'Europe observe avec inquiétude. La paix d'Amiens signée avec la Grande-Bretagne en 1802 n'est qu'une très fragile. Londres craint la puissance commerciale et navale française. L'Autriche et la Russie surveillent la consolidation militaire de Paris. La Prusse hésite, prudente. Napoléon, lui, poursuit la réorganisation de l'armée. Les corps d'armée autonomes se perfectionnent. Chaque corps peut manœuvrer séparément et se concentrer rapidement au point décisif. L'artillerie reste son instrument favori. La mobilité devient doctrine.
En 1803, la guerre reprend avec la Grande-Bretagne. L'invasion de l'Angleterre est envisagée depuis les camps de Boulogne. Des milliers de soldats s'entraînent face à la Manche. Finalement, la supériorité navale britannique rend le projet irréalisable. La confrontation sera continentale. À l'intérieur, le glissement est achevé. Le 18 mai 1804, le Sénat proclame Napoléon empereur des Français. Le titre n'est pas empereur de France. Il est empereur des Français, nuance révolutionnaire, censé rappeler que la souveraineté émane toujours du peuple. Mais l'hérédité est rétablie. Une dynastie naît. Le 2 décembre 1804, dans Notre-Dame, il se couronne lui-même. Ce geste n'est pas improvisé. Il est théâtral, calculé, symbolique. Il affirme que son pouvoir ne vient ni de l'Église ni d'une tradition féodale. Il vient de lui-même, de son mérite, de la nation, ou de sa propre volonté. La Révolution avait promis la fin des rois. Elle vient de créer un empereur. Pour beaucoup de Français, il incarne la réussite du mérite sur la naissance. Pour d'autres, il a trahi l'idéal républicain. Les monarchies européennes voient en lui un usurpateur dangereux. Les anciens révolutionnaires radicaux y voient une dérive autoritaire. Le dilemme prend forme, génie stabilisateur ou tyran ambitieux. La réponse ne se trouve ni uniquement dans les lois, ni uniquement dans les batailles. Elle se trouve dans la manière dont son pouvoir s'exerce sur les champs de bataille, dans les institutions, dans les consciences. Et c'est là que commencent les angles d'analyse. Au début du XIXe siècle, la guerre européenne repose encore largement sur des armées lourdes, aux mouvements prévisibles, dépendant de longues lignes de ravitaillement. Napoléon transforme ce modèle. Il divise ses forces en corps d'armée autonomes, chacun capable de combattre seul pendant un temps limité, mais conçu pour se concentrer rapidement au point décisif. En 1805, face à la Troisième Coalition, il exécute l'une des manœuvres les plus étudiées de l'histoire militaire. À Ulm, il encercle l'armée autrichienne du général Max en bataille frontale majeure. En quelques semaines, plus de 25 000 soldats autrichiens se rendent. La campagne est rapide, presque chirurgicale. Puis vient Austerlitz le 2 décembre 1805. Sur le plateau glacé de Moravie, Napoléon affronte les armées combinées de la Russie et de l'Autriche. Il feint la faiblesse sur son flanc droit, attire les Alliés, puis frappe au centre, sur le plateau de Pratzen. L'armée coalisée se disloque. Près de 30 000 pertes alliées contre environ 9 000 côté français. Le « soleil d'Austerlitz » devient mythe. Les historiens militaires, de Clausewitz à Jomini, étudieront cette bataille comme un modèle de concentration des forces et d'exploitation du terrain. Le génie est tactique, mais aussi psychologique. Napoléon comprend ses adversaires, exploite leur impatience, manipule leur perception. Pour ses soldats, il incarne l'invincibilité. Pour l'Europe, il devient une force presque abstraite, une volonté capable de redessiner les frontières en quelques semaines. Deuxième angle, l'architecte politique. Si la guerre donne la gloire, l'administration donne la durée. Le Code civil, promulgué en mars 1804, ne se limite pas à la France. Il est exporté dans les territoires conquis, Italie, Pays-Bas, États allemands, Pologne. Il abolit les privilèges féodaux, uniformise les lois, protège la propriété privée. Il crée une société fondée sur le mérite et la rationalité juridique. Dans les États satellites, les réformes abolissent souvent le servage. Les carrières administratives et militaires s'ouvrent au talent. L'égalité devant la loi devient un principe structurant. Même après la chute de l'Empire, nombre de ces réformes survivront. En Allemagne et en Italie, elles alimenteront le sentiment national. Le système métrique, la centralisation administrative, la codification du droit marqueront durablement l'Europe. Napoléon n'est pas seulement un conquérant, il est un modernisateur autoritaire. Mais cette modernité est ambivalente. Elle renforce l'État au détriment des libertés politiques. Les assemblées n'ont qu'un rôle consultatif. Les oppositions sont surveillées. La presse est réduite à quelques titres contrôlés. En 1811, Paris ne compte plus que 4 journaux autorisés. L'ordre prévaut sur le débat. Troisième angle, le fils de la Révolution. Napoléon se présente comme l'héritier des principes de 1789. Égalité civile, fin des privilèges, promotion du mérite. Ces maréchaux ne sont pas issus de vieilles dynasties. Beaucoup viennent de milieux modestes. Ney, fils de tonnelier. Murat, fils d'aubergiste. Lannes, fils de paysan. L'armée devient l'ascenseur social de la nation. Il consolide la vente des biens nationaux, protège les propriétaires issus de la Révolution, empêche le retour des anciens privilèges aristocratiques.
Aux yeux d'une partie de la population, il garantit que les acquis révolutionnaires ne seront pas effacés par les monarchies étrangères. Mais en 1804, en rétablissant une noblesse impériale, titre, dignité, hiérarchie, il recrée une élite héréditaire. Certes, fondée sur le service et non sur la naissance ancienne, mais structurée comme une aristocratie. La Révolution promettait la souveraineté populaire. L'Empire concentre la décision dans une seule volonté. Ainsi, dès les premières années, le paradoxe apparaît clairement. Il est à la fois le produit de la Révolution et son dépassement, le garant de l'égalité civile et l'artisan d'un pouvoir personnel. Et c'est dans cette tension que se dessine l'autre visage de son règne. Sous l'Empire, l'efficacité administrative s'accompagne d'un contrôle croissant de la société. Joseph Fouché, ministre de la police, met en place un réseau dense d'informateurs. Les correspondants sont surveillés. Les réunions politiques sont étroitement encadrées. Les opposants royalistes comme les anciens jacobins radicaux sont arrêtés, exilés ou réduits au silence. La censure devient systématique. En 1810, un décret impérial renforce le contrôle préalable des publications. Les théâtres eux-mêmes sont soumis à autorisation. L'opinion publique n'est pas supprimée, mais dirigée. Napoléon justifie ces mesures par la nécessité. La France est en guerre quasi permanente. Les complots existent réellement. Mais la frontière entre sécurité et autoritarisme s'efface progressivement. Il ne tolère ni rival politique, ni critique publique organisée. Cinquième angle, l'empereur de sang. Les premières campagnes sont éclatantes. Mais à partir de 1808, la mécanique se grippe. En Espagne, l'intervention destinée à installer son frère Joseph sur le trône déclenche une insurrection populaire. La guérilla, phénomène nouveau à grande échelle, use l'armée française. Les représailles sont sévères. Les pertes s'accumulent. Le conflit devient un gouffre humain et financier. En Russie, en 1812, plus de 600 000 hommes franchissent le Niémen dans la Grande Armée. Français, Polonais, Allemands, Italiens, Hollandais. L'Europe entière marche vers l'Est. Moins de 100 000 reviendront en état de combattre. Le froid, la faim, les maladies, les attaques cosaques transforment la retraite en catastrophe. Les témoignages de survivants décrivent des colonnes disloquées, des soldats mourant dans la neige, des chevaux abattus pour être mangés. L'armée invincible devient une foule en fuite. La conscription permanente pèse lourdement sur la population française. Les classes d'âge sont appelées de plus en plus jeunes. En 1813, on mobilise les Marie-Louise, adolescents à peine formés. La gloire a un coût humain colossal. Sixième angle, le regard de l'ennemi. Pour les monarchies européennes, Napoléon n'est pas seulement un conquérant. Il est une menace idéologique. Il exporte les principes de 1789 sous la forme d'armée. Il renverse des dynasties, redistribue les trônes à ses frères, restructure les États. Le chancelier autrichien Metternich le considère comme un facteur de déséquilibre permanent. En Grande-Bretagne, la presse le caricature en ogre insatiable, avide de domination universelle. Le poète allemand Ernst Moritzarn appelle à une résistance nationale contre l'occupation française. Mais paradoxalement, l'occupation française stimule les mouvements nationaux. En Allemagne, la réforme militaire prussienne, menée par Scharnhorst et Gneisenau, n'est en réaction aux défaites face à Napoléon. En Espagne, la résistance forge un sentiment d'identité collective. Ainsi, l'homme qui voulait consolider son empire contribue involontairement à l'éveil des nations qui le renverseront. À ce stade, le portrait n'est ni noir ni blanc. Il est stratège brillant, réformateur durable, centralisateur autoritaire, chef charismatique, conquérant implacable. Mais toute puissance porte en elle son point de rupture. Et ce point approche à l'est, dans l'immensité russe, où le mythe commencera à se fissurer. Août 1812. La grande armée franchit le Niémen. Près de 600 000 hommes. Français, Polonais, Italiens, Hollandais, Allemands. Les tambours battent. Les drapeaux flottent. L'air est lourd de chaleur, de poussière. Les civils s'écartent. Les champs s'étendent, immenses et vides, mais peuplés de la rumeur d'un désastre imminent. Napoléon marche à la tête de sa colonne. Ses plans sont méticuleux, manœuvrer rapidement, déborder les Russes, prendre Moscou, forcer le tsar à capituler. Il croit à la victoire éclatante. Il croit au génie qui a triomphé à Austerlitz, à Iéna, à Friedland. Mais la réalité est différente. Les Russes évitent le combat décisif. Bagration recule, Kutuzov recule. Les villages sont incendiés derrière eux. Les vivres disparaissent. La grande armée s'enfonce dans un désert logistique. Chaque kilomètre avalé réduit l'ombre de sa force. La chaleur de l'été se mue en froid glacial, la poussière en neige.
À Borodino, le 7 septembre, le choc arrive enfin. Plus de 120 000 hommes s'affrontent dans un carnage monumental. Canons, mousquets, baïonnettes. La bataille se termine sans vainqueur décisif. La grande armée a gagné le terrain, mais au prix de 30 000 pertes. Les Russes se retirent vers Moscou. Le 14 septembre, la ville sacrée est atteinte. Moscou est vide, incendiée. Les flammes lèchent les toits, la fumée couvre le ciel. Les palais, les entrepôts, les maisons sont détruits par leurs habitants eux-mêmes. Napoléon se trouve dans une ville fantôme. La victoire rêvée se transforme en piège. La retraite commence. Elle sera une lente, implacable hécatombe. Le froid, la faim, les maladies et les attaques incessantes des Cosaques transforment la colonne française en une armée de fantômes. Les chevaux disparaissent, les hommes mangent ce qu'ils peuvent. La discipline s'effrite. Napoléon, jadis invincible, observe ses soldats tomber. Chaque pas vers l'ouest est un pas vers la destruction. La campagne russe devient le tournant, le mythe s'écroule et le génie militaire doit désormais affronter la limite humaine. Octobre 1813. Les armées coalisées d'Autriche, de Russie, de Prusse et de Suède se rassemblent pour frapper Napoléon. La campagne de Saxe s'annonce décisive. À Leipzig, les 16, 17 et 18 octobre, ce que l'on appellera bientôt la bataille des nations éclate. Plus de 600 000 hommes s'affrontent sur un territoire vaste et fragmenté. La stratégie qui avait toujours permis à Napoléon de concentrer ses forces au point décisif est mise à l'épreuve contre des coalitions massives et mieux coordonnées. Les canons tonnent, les lignes se déplacent, mais la supériorité numérique des Alliés est écrasante. Les corps français, pourtant disciplinés, commencent à céder. Des villages sont incendiés, des ponts détruits, des routes encombrées de débris humains et matériels. La logistique de l'Empire, jadis sa force, devient son talon d'Achille. Le 18 octobre, Napoléon décide de la retraite. Mais la manœuvre est désastreuse. Les ponts sur la rivière Pless cèdent sous le poids de la fuite. Les troupes françaises, épuisées, se dispersent. Leipzig devient le symbole de la première grande défaite stratégique de Napoléon. Après plusieurs campagnes désastreuses en France, l'Empire s'effondre. Paris est menacé. Napoléon abdique le 6 avril. La dynastie des Bourbons est restaurée. Pour la première fois, l'Europe voit l'homme qui semblait invincible réduit à l'impuissance. Mais la légende refuse de mourir. L'exil sur l'île d'Elbe est court. En mars 1815, Napoléon débarque à Cannes, rallie l'armée et la population, et reprend le pouvoir. Les 100 jours commencent. Le 18 juin 1815, Waterloo. Le terrain humide de Belgique, les troupes françaises fatiguées, le commandement allié solide. Wellington et Blücher coordonnent leurs armées. L'artillerie française, jadis maîtresse du champ de bataille, ne peut plus compenser la fatigue et l'erreur humaine. À 18 heures, Napoléon assiste à l'effondrement de sa garde impériale. Les derniers carrés tiennent, puis tombent. La retraite devient fuite. Les légendes de génie disparaissent dans la boue. La carrière militaire du plus grand stratège de son temps s'achève dans l'humiliation. Waterloo n'est pas seulement une bataille perdue. C'est la rencontre entre la limite humaine et l'ambition démesurée. Napoléon est exilé à Sainte-Hélène, île isolée de l'Atlantique Sud. L'homme qui a redessiné l'Europe, qui a conquis la moitié du continent, qui a réorganisé les États et créé des codes de loi, se retrouve réduit à une maison solitaire sur un rocher battu par les vents. L'eau d'Aos est humide, ses murs suintent. Les pierres sont froides. Le brouillard enveloppe les collines, et chaque pas dans la poussière rappelle l'éloignement, la fin d'un monde qui ne reconnaît plus son empereur. Sous la surveillance des Britanniques, il vit entouré de quelques fidèles. Fouché, Talleyrand, les grandes figures de l'époque ne sont plus là. Les lettres, les mémoires qu'il écrit ne sont pas simplement des souvenirs, elles sont des tentatives de réécriture de l'histoire. Dans ces textes, il transforme la défaite en planification stratégique, la retraite en leçon militaire. Il y affirme son génie, tout en cachant les conséquences humaines désastreuses de ces guerres. Pendant ce temps, l'Europe se réorganise. Le Congrès de Vienne, qui se tient de 1814 à 1815, redessine la carte du continent. Les monarchies restaurées veulent éviter tout retour du chaos révolutionnaire. Les frontières sont recalculées pour contenir la France. La Belgique devient un État tampon. La Prusse et l'Autriche reprennent des territoires. L'équilibre européen devient fragile mais stable. Les nations qui ont combattu Napoléon commencent à intégrer ces réformes. Le code civil, les systèmes métriques, les administrations centralisées. L'homme qui a conquis l'Europe laisse derrière lui des institutions plus durables que beaucoup de royaumes anciens. Même ses ennemis reconnaissent son efficacité. Mais le bilan humain est colossal. La France a perdu des centaines de milliers d'hommes.
Les campagnes espagnoles et russes ont vidé les provinces de jeunes hommes. Les villages brûlés témoignent de l'empreinte destructrice de son ambition. Les Alliés voient en lui un génie, mais aussi un tyran dont la soif de pouvoir a coûté des vies. Les mémoires, journaux et archives témoignent d'un paradoxe. Napoléon a construit et détruit simultanément, transformé les sociétés et laissé des cicatrices profondes. Sa grandeur militaire est indiscutable. Sa capacité à réformer durablement l'Europe est historique. Mais le prix payé en sang, en faim, en souffrance, rend son héritage complexe, ambigu. 1815-1821. L'exil à Sainte-Hélène devient le théâtre d'une lente introspection. Napoléon vieillit rapidement. La santé déclinante, la solitude, l'humidité persistante de Longuedaos, tout contribue à l'affaiblir. Ses journées sont rythmées par l'écriture et les discussions avec ses compagnons fidèles. Chaque mot écrit tente de justifier ses choix, de préserver son image, mais aussi de transmettre la vision qu'il avait de la France et de l'Europe. Dans le monde extérieur, l'Europe redécouvre la paix. Le Congrès de Vienne a consolidé des monarchies restaurées. La France est réduite à ses frontières naturelles. La guerre, qui avait été le moteur de l'ascension de Napoléon, laisse place à la diplomatie et aux alliances préventives. Les nations européennes observent désormais l'équilibre des forces avec une prudence nouvelle. Plus jamais un seul homme ne devra dominer le continent de cette manière. Pourtant, l'empreinte napoléonienne demeure. Le code civil perdure, structurant le droit dans de nombreux pays. L'organisation administrative et la modernisation des infrastructures survivent, influençant durablement les États européens. Les armées conservent ces doctrines. Manœuvres rapides, concentration au point décisif, utilisation coordonnée de l'artillerie. Ces réformes militaires, civiles et économiques continueront d'inspirer bien après sa mort. Napoléon meurt le 5 mai 1821. Sa dépouille, humble sur cette île isolée, contraste avec le mythe qu'il a créé. Mais son nom, son génie, ses ambitions restent gravées dans la mémoire collective. Même ses ennemis le reconnaissent. Il était un stratège incomparable, un réformateur visionnaire, un homme capable de transformer la France et l'Europe à son image. Mais il était aussi un tyran, dont la soif de gloire a coûté des centaines de milliers de vies et laissé des cicatrices profondes sur le continent. L'histoire retient à la fois le génie et la tragédie. La grandeur de Napoléon ne se mesure pas seulement à ses victoires, mais à la complexité de son héritage. Le vent souffle sur Sainte-Hélène, portant avec lui les souvenirs d'un monde que Napoléon a façonné et détruit à la fois. L'île isolée est silencieuse, mais l'Europe, elle, continue de résonner de son passage. Les batailles, les codes, les réformes et les ambitions vivent encore dans les rues, les palais et les armées qu'il a transformés. Napoléon incarne le paradoxe de l'histoire. Le génie et le tyran peuvent habiter le même homme. Il a libéré des nations de la féodalité, mais en a asservi d'autres par la guerre et la peur. Il a imposé l'ordre et la loi, mais a concentré le pouvoir dans une seule main. La Révolution, qu'il prétendait protéger, a été façonnée pour servir ses desseins. Son héritage est une leçon sur le pouvoir. Il peut créer et détruire, élever, écraser, illuminer et assombrir. Les symboles qu'il laissait, l'artillerie qui frappait au point décisif, le code civil qui unifiait les lois, deviennent autant de témoins silencieux de ce que l'homme peut accomplir lorsqu'il combine vision et ambition. Et pourtant, à travers ces contradictions, un fil persiste, la capacité humaine de transformer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. La liberté, la modernité, la loi et l'ordre ne sont jamais donnés. Elles sont conquises, imposées, parfois détournées. Napoléon a démontré que le génie peut être une lumière éclatante ou une ombre écrasante, et que chaque action, chaque décision, laisse une trace durable dans l'histoire. Dans le silence de l'île, l'Europe continue d'apprendre, de se souvenir et de se reconstruire. Le souffle de l'empereur, avec tout son éclat et sa tragédie, reste inscrit dans le destin du continent.